Alors, donc, comment on est arrivé à cette réforme du 22 avril 2024? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit national, le droit français n'était pas en conformité sur l'acquisition des congés payés pendant la maladie ou les accidents du travail avec le droit européen. Bon. Euh, et donc ça a duré depuis plusieurs années. Donc la Cour de cassation, vu que le législateur ne mettait pas en conformité le droit du travail français, a décidé le 13 septembre 2023 de contraindre un peu et même beaucoup le législateur et a décidé donc de rendre plusieurs décisions dans lesquelles était précisé que lors d'un arrêt de travail, que ce soit pour maladie ou AT, le salarié pouvait bénéficier d'acquérir des congés payés, et cela sans limitation de durée. Bon. Donc, face à ça et compte tenu des impacts financiers que ça allait engendrer, hein, quel que soit le type d'entreprise, le législateur nous a annoncé une loi, et cette loi s'est concrétisée le 22 avril, publiée le 23 avril et en vigueur depuis le 24 avril. C'est la loi Dadu. Bon. Cette loi, elle a le mérite de venir encadrer les nouvelles dispositions et notamment d'éviter que l'impact financier soit trop important pour les entreprises. Néanmoins, en voulant encadrer les conséquences, ça engendre une interprétation et une mise en pratique qui va être relativement complexe pour les entreprises dans le cadre de l'établissement de leur bulletin de paie. Donc, tout d'abord, nous allons étudier la partie acquisition des congés payés en maladie. Donc, c'est vraiment un point nouveau, hein. Donc, nous avons désormais des salariés qui vont être malades. Et là où avant, ils n'acquéraient pas de congé, ils vont pouvoir bénéficier maintenant de 2 jours ouvrables, chaque mois entier d'arrêt maladie, dans la limite de 24 jours. Bon. Donc, ça, c'est vraiment la grosse nouveauté qui va impacter les entreprises et qui va induire pour des salariés qui seront malades une partie de l'année, qu'on va devoir apprécier sur la période d'acquisition, la période de référence, donc du 1er juin au 31 mai de chaque année. Il y aura une partie où le salarié aura travaillé, où il aura acquis normalement ces 2 jours et demi, et une autre partie où il aura acquis que 2 jours ouvrables. Bon. L'autre conséquence aussi importante de la loi, c'est que dans le calcul de l'indemnité de congé payé, comme vous savez, on doit comparer le maintien de salaire et le dixième. Là, ils ont prévu une précision pour le dixième, c'est que le salarié, son dixième, on ne va pas le calculer sur 100% de son salaire moyen sur la période de référence, mais sur 80%. Voilà. C'est un peu une pénalité dans le calcul. Donc, nous avons mis des exemples. Donc, par exemple, vous voyez, dans ce cas précis, nous avons un salarié qui aura travaillé 8 mois de l'année. Donc, sur ces 8 mois, classiquement, il va acquérir 2,5 jours. Donc, ça fait 20 jours ouvrables. Par contre, sur la période de maladie, donc là, dans notre exemple de 4 mois, là, il va acquérir que 8 jours. Donc, au final, ça lui fera un total de 8 jours de 8 jours acquis, au total, un total de 28 jours. Bon. Pour le calcul de l'indemnité de congé payé, donc comme je vous disais, sur la partie des 4 mois, là, on ne va pas prendre en compte son salaire moyen de 3 000 euros, mais 80% de 3 000 euros. Bon. Donc, c'est là où le salarié sera pénalisé. Et encore une fois, ce calcul du dixième doit toujours être comparé au calcul du maintien de salaire et on doit toujours verser le plus favorable. Voilà, ça, c'est le principe qui ne change pas et qui n'est pas remis en cause par la réforme. Sur la partie maintenant, acquisition des congés payés en matière d'accident du travail et maladie professionnelle. Donc là, la nouveauté, c'est que l'acquisition des congés payés n'est plus limitée comme avant à une année. Donc, ce qui veut dire qu'un salarié qui va être 1 an, 2 ans, 3 ans de façon continue en arrêt de travail va acquérir 2 jours et demi ouvrables pendant cette période-là. Bon. Donc, les conséquences sont importantes, hein, et là, le calcul du dixième se fera sur 100%. Voilà. Donc, voilà. On peut se dire que des arrêts de travail de longue durée qui se termineront par des inaptitudes, on aura un impact certain sur les soldes de tout compte. Et c'est là où les entreprises vont devoir anticiper
au maximum, puisqu'au final, le coût à la fin sera relativement important. Alors, là, c'est une nouveauté, c'est un principe général de report de 15 mois des congés payés durant la période d'acquisition. Alors, ils ont distingué, on va l'évoquer, hein, il y aura un principe général et un cas spécifique. Alors, le principe général, donc là, on vous a mis l'article du Code du travail qui prévoit ce report. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que à chaque fois qu'un salarié va être en arrêt de travail et du fait de cet arrêt de travail va être empêché de prendre ses congés payés, il bénéficiera d'un report dans la limite de 15 mois pour prendre ses congés payés qu'il aura été empêché de prendre du fait de l'arrêt de travail. Bon, donc ça, c'est quand même quelque chose qui est nouveau dans l'intérêt du salarié, mais qui a le mérite au final de limiter l'acquisition des droits du salarié. Bon, donc c'est ça qui est important, c'est ce verrou qui est venu mettre en place le législateur. Mais en mettant ce verrou derrière, on se rend compte depuis que le texte est sorti et qu'on l'étudie que la mise en place pratique, concrète, n'est vraiment pas simple. Alors, petite précision, ce délai de 15 mois, il pourrait être aménagé conventionnellement hein, par accord de branche ou accord d'entreprise pour pouvoir prévoir un délai plus important. Ce qu'il faut savoir, au terme de ce délai de 15 mois de report, le salarié qui n'aura pas pris ses congés payés, eh ils seront définitivement perdus. Et également, il est prévu que l'employeur informera le salarié sur ce délai de report et il y aura un délai d'1 mois. Alors, on vous a mis un petit cas pratique pour un peu matérialiser ça. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en tout état de cause, quand vous allez être confronté aux problématiques, il faudra vraiment prendre le temps de se poser et de bien se dire, voilà, ce salarié, sa période d'acquisition, il a été malade de telle date à telle date, il a été empêché ou pas de prendre ses congés payés. Voilà, il faudra bien mettre en perspective ça, sinon ça sera très compliqué à retracer les droits et se dire si oui ou non on doit lui octroyer des droits supplémentaires avec le report. Donc là, dans notre exemple, on a un salarié qui est malade de mars 2024 à mai 2024 et qui avait un droit à congé payé de 10 jours à solder. Bon, il ne peut pas prendre ses congés du fait de son arrêt de travail, hein, puisqu'il peut pas, il devait les prendre avant le 30 avril 2024 et au 30 avril 2024, il est en arrêt de travail. Donc là, il a droit à un report de la prise de ses congés, donc de 10 jours. Et vous voyez dans notre exemple, donc l'employeur l'informe le 20 juin à son retour d'arrêt de travail. Et là, il aura donc 15 mois à compter de l'information de son droit à report pour prendre ses congés payés, donc en l'espèce le 20 septembre jusqu'au 20 septembre 2025. Bon. Mais subtilité, c'est qu'il avait donc ces 10 jours acquis avant son arrêt de travail, mais il a aussi acquis, pour le coup, des congés payés pendant l'arrêt de travail. Voilà. Et ces congés payés qu'il a acquis pendant l'arrêt de travail, donc là, on vous a mis au final le total sur la période de référence, hein, 28 jours et demi, mais la fraction qu'il a acquis pendant l'arrêt de travail, au final, il doit les prendre avant le 30 avril 2025. Le 30 avril 2025, il n'est plus en arrêt de travail. Bon, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer une période de report puisqu'il n'est pas dans l'impossibilité de prendre ses congés payés. Bon, ça, c'est une lecture et une appréciation du texte en l'état. Et on peut voir qu'au final, la DGT, donc la Direction Générale du Travail, qui a été consultée sur le nouveau texte, parce que ce nouveau texte, quand on le lit, il peut paraître simple, mais après, derrière, il y a plein de problématiques qui se posent de mise en pratique. Et même si aujourd'hui, voilà, on va essayer de déchiffrer quelques points, plein de questions vont rester en suspens. Et on peut se rendre compte, donc là, on vous a mis un cas pratique que la DGT a commenté. On peut se rendre compte que d'ores et déjà, la DGT a une position qui va être plus favorable que la lecture du texte, puisque le texte nous dit le report est octroyé quand il y a une impossibilité de prendre ses congés du fait de l'arrêt de travail. Et là, dans le cas pratique qu'il présente, on peut voir que
le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prendre une partie de ses congés payés acquis au préalable de son arrêt de travail. Et pourtant, la DGT nous dit qu'il y aurait une fraction pour laquelle il pourrait bénéficier d'un report de prise de ses congés. Bon. Donc, il va falloir voir à l'usage un petit peu les positions qui vont être prises par le gouvernement. Notamment, je pense qu'il y aura des questions-réponses qui seront mis en ligne. Également, les jurisprudences qui viendront préciser un petit peu le contexte. Mais pour l'instant, voilà, on a un texte et comme souvent en droit du travail, derrière, c'est sujet à plein d'interprétations. Donc, il faudra être attentif à ces interprétations, à la fois des tribunaux et à la fois des pouvoirs publics et naturellement des praticiens. Alors, précision, c'est que les positions de la DGT n'ont pas de valeur juridique et contraignante pour les entreprises. Voilà, c'est une interprétation que la DGT fait du texte qui a été voté au Parlement. Alors, précisément sur cette notion d'information du salarié à sa reprise du travail qui va un peu être un peu le cœur du sujet, puisque va se poser la question de la date de cette information, comment matérialiser qu'on a bien donné l'information, puisque c'est à la date de l'information que le délai de 15 mois va débuter. Bon, donc si on n'est pas capable de démontrer qu'on a informé notre salarié du report de la période de prise de ses congés, cette période de report de 15 mois ne court pas, et ce qui veut dire que les droits acquis par le salarié ne seront jamais purgés, il pourra les revendiquer sans limite. Bon, donc c'est pour ça que ce point-là est très important. Donc, à la reprise du salarié, il faudra se poser et déterminer ce que les congés payés sur lesquels on doit l'informer et lui dire voilà ce qu'il a acquis, pas acquis et sous quel délai il pourra prendre ses congés payés. Là encore, ils n'ont rien prévu de particulier sur l'information, donc tout est envisageable. Hein. Le tout, c'est qu'il faudra avoir un élément de preuve démontrant qu'on l'a bien informé. Donc, par exemple, si on utilise le bulletin de paye, il faudra pouvoir justifier que son bulletin de paye, on lui a remis à telle date et que sur ce bulletin de paye, il y avait l'information de ses droits. Voilà. Mais ça peut se faire également par d'autres moyens, une annexe au bulletin de paye, voilà. Donc là, on vous a présenté le cas général du report de la période de prise de ces congés payés. Ils ont prévu une règle spécifique de report pour les congés payés acquis durant un arrêt de travail supérieur à 1 an. Et ça arrive régulièrement qu'on ait des salariés qui soient absents plus d'1 an, voilà, notamment des longues maladies. Et là, le principe est légèrement différent. Donc, pour rappel, dans le cas général, la période de report va débuter à partir du moment où on informe le salarié de ses droits à report. Là, pour les arrêts de travail de plus d'1 année, la période de report va débuter automatiquement dès la fin de la période d'acquisition. Donc, la fin de la période d'acquisition, habituellement, c'est le 31 mai. Donc, ça veut dire qu'un salarié qui va être absent plus d'1 année, au 31 mai de sa première année d'absence, automatiquement, le report va être généré. C'est automatique et cela, on n'a pas besoin d'attendre la reprise du travail ni informer le salarié. Néanmoins, après, la petite subtilité, bien entendu, c'est que le salarié qui reprend après 1 année d'arrêt de travail, au final, il faudra, la période de report dont il aura bénéficié automatiquement va être suspendue. Et là, il faudra matérialiser une information, comme dans le cas général, sur le solde de ses congés, le solde de sa période de prise de ses congés payés. Voilà. À défaut, si vous ne le faites pas, mais la période de report sera suspendue. Voilà. Et également, comme dans le cas général, le salarié qui ne prendra pas ses congés payés au terme de la période de report de 15 mois, les congés payés seront perdus. Voilà. C'est là le gros intérêt de ce cadrage des 15 mois, c'est que le salarié n'acquiert pas ad vitam aeternam des droits à congés payés, donc ce qui va permettre quand même de sécuriser juridiquement et financièrement les entreprises, même si, comme je disais, l'application pratique de ces reports n'est pas aisée et engendrera des discussions nécessairement.
Donc là, on vous a mis un exemple de calcul du report. Bon, on a essayé de faire Ja. les choses assez simplement pour que ce soit le plus compréhensible. Mais voilà, comme je disais, il faut bien se poser sur chaque cas, bien se dire dans quelle période d'acquisition je suis, jusqu'à quand mon salarié devait prendre ses congés payés. Voilà. Et à quel moment il a été mis dans la possibilité de prendre ses congés payés. Bon. Donc là, dans le cas pratique qu'on vous a mis, donc le salarié avait un solde de 10 jours de congés payés à prendre. Il ne peut pas prendre ces 10 jours de congés payés puisqu'il devait les prendre le 30 avril 2025. Au 30 avril 2025, il est toujours en arrêt. Donc là, il bénéficiera d'un report de sa prise de congés payés, il bénéficiera du délai de 15 mois. Pendant cet arrêt de travail, il a acquis des congés. Donc, vous voyez, sur la période d'acquisition du 1er juin 24 au 31 mai 2025, il a acquis 24 jours puisqu'il a été totalement en maladie. Là encore, il est dans l'impossibilité de prendre ses congés payés du fait de son arrêt de travail qui se termine au 30 septembre. Donc là, il a bénéficié d'un report automatique de la période au 31 mai 2025, mais du fait de sa reprise au 1er octobre, il faudra l'informer du solde de ses congés, du solde de sa période de prise, pour que le délai de 15 mois puisse débuter. Par contre, pour les congés payés acquis sur l'autre période d'acquisition, donc là en l'espèce 8 jours sur la période ayant débuté le 1er juin 2025 et qui théoriquement se terminerait le 31 mai 2026. Donc là, il a acquis 8 jours du 1er juin au 30 septembre 2025. Là, pas de report à notre sens. Pourquoi? Parce qu'il est tout à fait en mesure, du fait de sa reprise, de pouvoir prendre ses congés payés. Voilà. Donc là, il n'est pas dans l'impossibilité, au sens du texte, de les prendre. Donc, il n'y a pas lieu de lui octroyer un report de prise. Il pourra prendre ses congés payés naturellement sur la période légale qui lui est autorisée. Ensuite, donc, un autre point aussi important, c'est la rétroactivité des nouvelles règles. Alors, il y a une rétroactivité qui est prévue au 1er décembre 2009. Alors, 1er décembre 2009, pourquoi? C'est parce qu'il y avait une charte de Lisbonne qui a rendu obligatoire les dispositions européennes à partir du 1er décembre 2009. Voilà. Nous, on n'était pas dans les clous au niveau national, mais ils ont été contraints de faire rétroagir les dispositions du droit national au 1er décembre 2009. Mais ils ont fait rétroagir, certes, mais comme je disais, ils ont quand même mis des verrous. Donc, ces fameux 2 jours ouvrables par mois d'acquisition dans la limite de 24 jours ouvrables. Hein. Voilà, ça, c'est un premier verrou. Hein. Le salarié n'acquiert pas 2 jours et demi en maladie. Et également, donc, cette fameuse période de report de 15 mois, même si elle pose des questions pratiques, ça permet quand même de limiter l'acquisition et de pouvoir purger les droits si les salariés ne prennent pas leur congé dans la période de report. Bon. Par contre, il n'y a pas d'application rétroactive pour la suppression de la limite de 1 an en accident du travail MP. Bon, ce qui veut dire que là, les salariés pourront néanmoins tenter de revendiquer l'acquisition des congés payés sans limitation en se fondant non pas sur la loi, mais sur la jurisprudence du 13 septembre 2023. Bon, donc là, ça sera nécessairement des sujets à litige compte tenu des enjeux financiers qu'on peut imaginer pour certains arrêts de travail de longue durée. Donc, au-delà de la rétroactivité de la loi, maintenant, on se pose la question de comment les salariés vont pouvoir agir pour revendiquer leurs droits. Et là, le législateur a prévu également un encadrement pour limiter le pouvoir de revendication du salarié. Et là, il va falloir distinguer 2 cas. Donc, le cas des salariés qui vont être toujours en poste à l'entrée en vigueur de la loi et le cas des salariés qui ne seront plus en poste, donc dont les contrats de travail seront rompus. Bon. Et là, on peut le voir déjà depuis le 13 septembre 2009, hein, les salariés n'ont pas attendu que la loi rentre en vigueur. Suite à la jurisprudence du 13 septembre 2029 et à la toute
toutes les informations qui ont pu être données via les médias sur cette jurisprudence, on a des salariés, on l'a vécu nous au sein de nos cabinets, qui ont revendiqué des droits au titre de leur période d'arrêt de travail passée ou en cours. Bon, alors c'est vrai qu'on a pu faire patienter certains dossiers en leur disant il y a une réforme qui arrive, on ne se précipite pas, mais il y a eu aussi des cas d'ores et déjà de salariés qui n'ont pas hésité à saisir les conseils des prud'hommes pour faire obtenir application des jurisprudences du 13 septembre 2009. Bon. Bon, pour l'instant, on a fait patienter, les juridictions ont plutôt été conciliantes pour faire patienter les dossiers. Maintenant qu'on a un cadre législatif, voilà, les choses sont plus claires et on va pouvoir se baser sur cette loi pour pouvoir contester, le cas échéant, les revendications des salariés. Donc, là, vous voyez, donc, pour les salariés toujours en poste, il y a un principe, il y a un délai de forclusion de 2 ans. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à compter la publication de la loi, de son entrée en vigueur, donc le 24 avril 2024, les salariés toujours en poste vont avoir 2 ans pour revendiquer leurs droits passés. Bon, donc ça, c'est le principe. Après, pour limiter ce principe-là, quand vous aurez des demandes, il va bien falloir reconstituer les périodes de report dans lesquelles vous vous situez, ce qui vous permettra, le cas échéant, d'atténuer et de pouvoir opposer au salarié, lui dire « mais non, ton droit à congé payé pour tes périodes d'arrêt de travail passées, ce n'est pas ce que tu prétends, on a des délais de report. » Voilà. Bon. Donc, ça va être un jeu de calcul. Hein, voilà. Il ne va pas s'agir dès qu'un salarié va réclamer dans les 2 ans des droits, de lui octroyer. Il faudra bien étudier chaque cas et c'est là où la mise en pratique de la réforme ne sera pas forcément très simple puisqu'il faudra bien se caler sur les périodes. Donc ça, c'était pour le cas des salariés qui ne sont plus en poste à la date de la... qui étaient en poste à la date de la réforme. Et vous allez avoir aussi le cas des salariés qui sont partis de l'entreprise, mais qui ont eu connaissance de la réforme et de la jurisprudence du 13 septembre 2023, et qui vont également chercher à revendiquer des droits. Bon. Là, le texte, le législateur n'a pas fait de complément, n'a pas fait d'ajout au texte. Et donc là, on peut se dire classiquement que c'est les prescriptions de droit commun de 3 ans qui va s'appliquer. Alors pour rappel, voilà, c'est la prescription classique quand un salarié revendique des rappels de salaire, des rappels d'heures, des primes, tout ce qui est considéré comme du salaire, il ne peut agir que dans un délai de 3 ans. Voilà. Et quand il y a rupture du contrat, il a 3 ans à compter de la rupture pour agir et pour revenir sur 3 ans en arrière à compter la date de rupture. Bon. Donc voilà, là on n'a pas le texte ne précise rien, mais on peut se raccrocher à cette prescription-là pour contester la demande. Et là également, on peut se dire que les règles de report mises en place par le texte pourront être aussi utilisées pour limiter les revendications des salariés. Je pense que ça sera opportun. En tout cas, c'est la philosophie du texte. Hein. Le législateur nous a mis en conformité avec le droit européen, mais heureusement a mis en place ces verrous. Voilà. Donc, il ne faudra pas hésiter à les utiliser pour éviter d'avoir à régler des indemnités de congés payés trop importantes. Et notamment, on peut s'en rendre compte de plus en plus lors des licenciements pour inaptitude, des licenciements notamment pour accident de travail, maladie professionnelle. Les impacts financiers pour les entreprises peuvent être assez importants. Donc, on peut s'attendre, là maintenant que le texte est définitivement sorti, à une recrudescence des demandes et des actions des salariés. Hein. Comme il disait jusqu'à présent, là, depuis 13 septembre 2023 jusqu'à maintenant, on a pu réussir à faire temporiser un petit peu les dossiers. Maintenant, je pense qu'on va assister à des revendications beaucoup plus importantes et beaucoup plus sérieuses de la part des salariés.
On va se poser aussi la question de la mise à jour des compteurs de congés payés, parce qu'on a parlé du passé, mais il y a aussi les arrêts de travail maintenant en cours. Voilà, les éditeurs de logiciels de paye vont aussi devoir se mettre à jour par rapport à ça. La loi ne règle pas tout, concrètement. Comme je disais, voilà, il y a des incertitudes, il y a des interprétations qui peuvent être prises. Dans le bâtiment, par exemple, on sait que c'est les caisses des congés payés qui sont amenées à régler les congés payés. Pour l'instant, on n'a pas de retour sur les positions des caisses. Les salariés vont revendiquer les congés payés auprès des employeurs. Et normalement, les employeurs sont censés être garantis par la caisse des congés payés. Néanmoins, la caisse des congés payés, avant l'entrée en vigueur, n'a pas appelé de cotisation spécifique pour garantir les congés payés en maladie ou en AT. Bon. Donc, qui va payer au final? Ben, ça va être un sujet. Ça va être intéressant de voir là, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, les positions que vont prendre les caisses de congés payés par rapport à cette réforme, puisque nécessairement, le salarié, lui, au final, il doit obtenir ses droits. Bon. Donc, dans le bâtiment et de façon générale, dans toutes les activités qui ont des caisses de congés payés, c'est-à-dire qui cotisent à cette caisse, et c'est cette caisse qui paye les congés payés et non pas de façon classique l'employeur directement, il y a un sujet. Pour l'instant, on n'a pas de retour. Dans les contentieux, s'il y a des salariés qui attaquent des entreprises qui sont soumises à ces caisses-là, nécessairement, il faudra mettre en cause également la caisse de congés payés, qu'elle soit aussi dans le débat judiciaire, pour qu'au final, les contraindre à se positionner et qu'on voie également comment les juridictions vont réagir par rapport à ça. Donc là, c'est une particularité, mais pour vous montrer également que tout n'est pas réglé avec cette loi, même si elle a le mérite d'exister et de venir, comme je vous disais, encadrer le dispositif pour limiter les impacts financiers. Voilà. Et pour finir, donc, petite citation. Voilà. Comme c'est important de travailler en équipe et que sur ce sujet-là, il faut nécessairement travailler en équipe, que ce soit les avocats, les DRH, les juristes, les équipes de paye. C'est ensemble qu'on pourra arriver à tirer le meilleur parti de cette réforme et pour préserver les entreprises. Et donc, toutes les équipes TGS se tiennent naturellement à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre de cette réforme et de sa mise en pratique. Voilà. Donc, on arrive au bout de ce webinaire. Est-ce qu'il y avait des questions particulières sur le chat auxquelles on pourrait répondre? Alors, est-ce qu'il y a eu des choses particulières? Alors, le texte suscite beaucoup d'interprétations et comme il disait, la mise en pratique ne va pas être simple. Donc, nécessairement, il faudra vous faire accompagner sur les revendications de vos salariés, que ce soit en sollicitant les spécialistes de la paye si vous externalisez naturellement vos bulletins de paye, que ce soit également des juristes ou des avocats si vous avez des revendications beaucoup plus fortes de la part de salariés. Voilà. Le sujet ne fait que commencer. Voilà. Les arrêts de Cour de cassation du 13 septembre ont induit déjà le changement et cette loi va induire encore une fois encore plus le changement. Bon. Donc, par exemple, là, je vois une question sur ceux qui sont partis en retraite depuis avril 2024. En fait, peu importe que vous soyez parti en retraite, ce qui va compter, c'est la date de rupture et donc la prescription qui va commencer à courir à partir du départ. Donc, pour les salariés sortis, c'est 3 ans, la prescription. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être assez courant. Après, je vois qu'il y a des questions qui ont été posées, mais il y a des réponses qui ont été données également. Alors, le CET n'est pas concerné par la réforme. Là, on parle vraiment des congés maladie. De toute façon, cette réforme qui considère maintenant que les arrêts maladie sont devenus temps de travail effectif
peut induire d'autres réflexions, hein, notamment sur les accords d'intéressement. Hein. Quand on calcule un accord d'intéressement avec une répartition en fonction du salaire et du temps de présence, la maladie impacte le salarié dans ses droits acquis. Est-ce que maintenant, on va avoir une évolution et la maladie ne va plus impacter le salarié puisque c'est considéré comme temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés? On peut se poser également la question. Voilà. Il va y avoir aussi les partenaires sociaux hein, qui vont aussi être amenés à se positionner, notamment sur le report, l'allongement de la période de 15 mois. Voilà, il va y avoir des choses qui vont se passer dans les semaines, dans les mois à venir. On ne peut pas tout anticiper non plus. Mais bon, voilà. Maintenant, on a un cadre législatif et c'était quand même attendu. Voilà. Alors, je vois qu'il y a pas mal d'échanges sur le chat. Donc ça, c'est intéressant. Alors, la question, faut-il mettre à jour les compteurs ou attendre que les salariés réclament? Bon, concrètement, maintenant, on a le texte. Donc, la mise à jour du compteur pour les congés, pour les maladies en cours, ça paraît logique. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est sur les périodes anciennes, hein, des salariés qui ont été en maladie antérieurement ou sur des périodes plus longues. Voilà. Mais sur tous les arrêts de travail qui vont venir dès maintenant, là, il va falloir mettre à jour les compteurs de congés payés. Comme je disais, les éditeurs de logiciels vont devoir mettre à jour aussi leur système pour prendre en compte la réforme. Également, est-ce qu'ils vont aussi, ces éditeurs-là, proposer des modules de régularisation des droits antérieurs? Je pense que sur les régularisations de droits antérieurs, se posera la question de l'option à prendre. Hein. Est-ce qu'on attend effectivement que les salariés se revendiquent? Est-ce qu'on prend les devants? Voilà. On sait qu'on a ce délai de forclusion de 2 ans qui est là pour encadrer les revendications. Voilà. Ça sera, je pense, même j'en suis sûr, chaque cas va être différent. Hein. Il va bien falloir se poser, pas se précipiter, être dans l'échange, voilà. Puis être pragmatique aussi. Hein. Voilà. Mais en tas de cause, maintenant, les compteurs pour les arrêts à venir, il n'y a plus lieu de ne pas les incrémenter. Alors, le report de 15 mois, je vois, il y a une question, n'est pas claire pour les salariés qui sont en arrêt de travail depuis plus d'1 an. Le cas général, c'est le report ne débute que quand on donne l'information du report. D'accord? Ça, c'est pour les arrêts de travail de moins d'1 an. Pour les arrêts de travail de plus d'1 an, le report, en fait, il va débuter automatiquement à la fin de la période d'acquisition si le salarié est toujours en arrêt de travail. Voilà. Et il faudra lui donner une information, par contre, sur le report quand il va reprendre en cours de période de report. Voilà. Mais sinon, le report, lui, il débute dans ce cas spécifique des arrêts de travail de plus de 12 mois dès la fin de la période d'acquisition. Donc, un salarié qui est absent du 1er juin au 31 mai ou au 30 juin, voilà, donc plus d'1 an, au 31 mai, automatiquement, la période de report débute. Voilà. Alors après, qu'est-ce que il y a beaucoup de questions qui sortent, tu vois, ça suscite pas mal de réactions. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui demande si le salarié en arrêt maladie peut demander à se faire payer ses congés payés. Ça, c'est interdit par principe et c'est pas la loi qui revient dessus. Hein. On est sur des dispositions d'ordre public. Donc, un salarié qui a un solde de congés payés, on ne peut pas lui payer. Soit on lui paye au moment de son solde du compte s'il part, soit au final, il les prend. Voilà. Mais on ne peut pas remplacer la prise par du paiement tant qu'on n'est pas sur une rupture de contrat de travail. Voilà. Le principe du congé, hein, c'est un droit à repos. Voilà. Donc ça, mais c'est vrai que c'est des questions des fois qu'on se pose et que des fois même les salariés qui sont en arrêt de travail depuis de longue durée, qui ont des difficultés financières parce qu'il n'y a pas de complément de salaire important, des fois effectivement c'est des sujets qu'on a où le salarié demande à ce qu'on lui paye son solde de congé payé.
L'employeur n'est pas contre, mais bon, voilà, il ne faut pas oublier que c'est un principe d'ordre public, donc ça veut dire que les parties ne peuvent pas y déroger. Et derrière, bon, on ne sait pas si le salarié reprend, mais au final, on lui aura payé ses congés payés, donc il n'aura pas pu les prendre. Donc, on a une problématique de repos, d'exécution de bonne foi du contrat de travail. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels il faut être vigilant. Alors, je vois encore plein de questions. Donc, je vois qu'il y a encore une question sur le CET. Donc, le CET, compte épargne-temps, pour être précis, n'est pas visé par le texte. Hein. Voilà. On parle vraiment des congés payés. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on pourrait évoquer Donc, ça va très vite. Je vois qu'il y a beaucoup de choses. Je vois qu'il y a des réponses qui se font. Alors, effectivement, je vois qu'il y a une question sur un arrêt de travail inférieur à un mois. Bon, imaginons 2 semaines d'arrêt de travail et 2 semaines de maladie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, les 2 semaines de travail, ça peut engendrer un prorata des 2 jours et demi. Pour les 2 semaines d'arrêt de travail, là également, et c'est mon interprétation, on pourrait se dire qu'on va proratiser les 2 jours que théoriquement le salarié aurait dû acquérir durant une période d'arrêt de travail entière. Bon, donc voilà, là, c'est une interprétation, mais c'est vrai que le texte ne vise que les arrêts de travail pour d'un mois. Et donc là, il nous dit pour un mois d'arrêt de travail complet, c'est 2 jours. Mais effectivement, le cas de l'arrêt de travail inférieur à un mois, hein, donc comme je disais, 2 semaines de travail, 2 semaines d'arrêt de travail. Bon, là, je pense qu'il y aura un prorata sûrement à faire entre la période de travail et la période de maladie. Hein. Donc un prorata de 2 jours pour la période de maladie, un prorata de 2 jours et demi sur la période de travail. Et ça nous donnera un compteur. Étant précisé en tout état de cause que les règles d'équivalence des congés payés n'ont pas été modifiées, hein, 4 semaines de travail effectif ouvrent toujours droit à 2 jours et demi, ce qui veut dire qu'un salarié n'est réellement pénalisé sur son droit à congé que quand il y a une absence de plus d'1 mois, puisqu'au final, il y a 52 semaines et que 48 semaines de travail effectif ouvriront droit aux 30 jours ouvrables. Donc oui, si le salarié ne prend pas ses congés payés dans le délai de la période de report de 15 mois, ses congés seront perdus. Voilà. Donc ça, c'est l'apport important de la loi. Mais encore une fois, il sera très important de bien pouvoir justifier et formaliser qu'on a informé notre salarié de ce droit à report. Voilà. Parce que si on est dans la capacité de justifier qu'on l'a informé, donc la période de 15 mois n'a jamais débuté. Donc ce qui veut dire que les droits acquis des salariés se perpétuent. Voilà. D'où cette vigilance très importante à avoir au retour des périodes d'absence du salarié, bien se poser et se dire à quoi il a droit, comment je l'informe, comment je justifie de cette information et quelle information je lui donne. Voilà. Alors, par an, le salarié en arrêt maladie, je vois qu'il y a une question, il ne pourra pas acquérir plus de 24 jours. Ça, c'est voilà, s'il est absent une année entière, le plafond, ça sera 24 jours. Alors, je vois, il y a une question pour le temps partiel, sur le temps partiel thérapeutique. Alors, le temps partiel thérapeutique, effectivement, bon, le texte n'en parle pas. Hein. C'est un cas particulier, puisqu'on a un salarié qui est à la fois en maladie et qui travaille. Mais il a repris son travail au final, même s'il est qu'à temps partiel. Donc, une proratisation de son droit à travail sur les 2 jours et demi me paraît la solution la plus opportune, puisqu'il a repris son travail, même si c'est à temps partiel. Et
Ou on peut aussi se dire qu'il acquiert 2 jours et demi par mois de façon traditionnelle, même s'il est en temps partiel maladie. Bon, là encore, c'est assez à creuser. Le texte ne précise pas les choses. Mais en tout état de cause, un temps partiel, de façon classique, acquiert 2 jours et demi par mois. Il a droit à 30 jours ouvrables. Hein. Voilà. Donc, un temps partiel thérapeutique, on pourrait se dire aussi qu'il puisse à bénéficier de ces 2 jours et demi. Je pense que c'est assez logique aussi. Après, est-ce qu'on va faire un prorata sur 2 jours parce qu'il y a une partie de maladie? Voilà, le texte le précise pas. Oui, sur le temps partiel, je vois, il y a quelqu'un qui a fait un complément. Oui, un temps partiel acquiert 2 jours et demi. Hein. Donc, pour le temps partiel, mais en mi-temps thérapeutique, ça serait logique qu'il acquiert aussi 2 jours et demi. Est-ce que certains vont se dire, comme il y a une partie maladie, que maintenant le texte est sur 2 jours, ben, le temps partiel thérapeutique, c'est un cas particulier, on va lui faire acquérir que 2 jours, le cas échéant proratisé ou pas. Bon, ça pour l'instant, j'ai pas la réponse. Mais le principe voudrait de leur donner 2 jours et demi comme un temps partiel traditionnel. Donc, on a encore quelques minutes. J'essaye au mieux de regarder les différentes questions qui peuvent être posées. Non, voilà, donc là, je vois, il y a encore une question sur le plafonnement des 24 jours. Voilà, c'est 2 jours par mois et 24 jours par période de référence. D'accord? Donc là encore, ce qui est très important, c'est reprendre la période de référence d'acquisition. Donc 1er juin, 31 mai, c'est le plus classique. Et c'est sur cette période-là que, si le salarié a été absent entièrement, son droit sera plafonné à 24 jours. Donc un salarié absent toute la période d'acquisition ne peut pas avoir plus de 24 jours. Par contre, un salarié qui, durant sa période d'acquisition, aura une partie d'absente, une partie travaillée, ben là, forcément, la partie travaillée, il aura ses 2 jours et demi par mois. Et la partie non travaillée, il aura 2 jours. Donc, au final, il n'aura pas ses 30 jours, mais il aura quand même des droits plus importants que s'il avait été absent toute une année. Alors, là, je vois qu'il y a une question sur le maintien de salaire. Cette règle, le principe, quand on calcule les congés payés, on doit toujours comparer le maintien de salaire et la règle du dixième. Donc ça ne change pas. Donc il y aura toujours ce comparatif à faire. La nouveauté, c'est que pour le calcul du dixième pour la période d'arrêt de travail, on prend, comme je vous disais, 80% du salaire et non pas 100% comme dans un cas traditionnel de calcul des congés payés. Donc, là, je vois une question. Alors, sur un gérant majoritaire. Alors, bon, un gérant majoritaire, par principe, est travailleur non salarié, donc il n'est pas soumis au Code du travail, donc il n'est pas soumis aux dispositions de la loi. Hein. Alors, après, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je pense qu'on a fait un tour
de ce qu'on pouvait vous présenter à date. Hein. Comme je vous ai dit, la loi est en vigueur depuis le 24 avril. Hein, donc, pour l'instant, on est au tout début de toutes les questions, de toutes les interprétations. Et c'est vraiment dans la pratique qu'on va venir préciser les choses. Et il y aura nécessairement des précisions jurisprudentielles qui sortiront, hein, comme assez classiquement qu'il y a un nouveau texte. C'est difficile de tout anticiper pour le législateur et on se rend compte qu'après, dans la pratique, plein de questions se posent avec des angles morts, donc qui justifient après des jurisprudences, hein, nécessairement. Voilà. Des arbitrages aussi. Hein. On va être amené aussi à prendre des positions, à mesurer aussi le risque selon les dossiers. Et puis après, au fil de l'eau, les choses vont se construire aussi jurisprudentiellement pour compenser les zones d'ombre de la loi. Et au fil du temps, on aura des choses plus claires. Voilà. Bon, je vais vous dire à bientôt. Le support est à disposition. Et puis encore une fois, n'hésitez pas pour les clients qui sont de TGS à vous rapprocher de vos services sociaux, des juristes, des avocats du groupe. Et puis pour tous les autres, pareil, hein, n'hésitez pas de vous rapprocher de vos conseils habituels pour vous accompagner dans cette réforme. Et naturellement, si vous le souhaitez, les équipes de TGS sont aussi à votre disposition, même si vous n'êtes pas encore client. Bonne fin de journée à tous, bon week-end et merci de votre écoute. Au revoir.